Bonjour à tous, je voudrais vous présenter aujourd'hui un nouveau super-héros, The Banisher. Pourquoi je vais vous le présenter? Parce que déjà c'est un petit projet rigolo et puis je pense aussi que ça peut vous être utile. On va commencer par le début, à savoir pourquoi? Pourquoi? Quel était le problème à résoudre? Le problème à résoudre, c'est un problème très courant. Vous allez voir, si vous administrez des serveurs, je suis sûr que vous y avez été confronté. Là, on a sur la console, donc les logs qui défilent, vous occupez pas de ce que c'est pour l'instant, mais je suis connecté à un tout petit serveur mail. Un tout petit serveur mail, qui gère une dizaine de comptes. Donc par serveur mail, j'entends bien serveur mail, celui qui va héberger les boîtes mail, hein, pas un frontal SMTP, pas autre chose. Un serveur mail qui héberge des comptes mail. Donc là, oui, je crois qu'il y a une dizaine de boîtes, une dizaine de comptes à tout casser. On peut voir là les logs qui défilent, je ne vais pas vous les détailler, mais ce qu'on voit en fait, c'est des tentatives de connexion, en SMTP et des tentatives, on les voit moins, mais il y en a aussi pas mal, de connexion en IMAP. Je pourrais arrêter les logs pour vous les montrer plus clairement, mais ça n'aurait pas un intérêt vraiment précis. En quoi ça pose un problème? Alors pourquoi déjà j'en ai autant? Parce que vous allez me dire: «Il y a que 10 comptes et tu te bouffes autant d'attaques». Oui, je me bouffe autant d'attaques parce que le problème, c'est que c'est un domaine hyper connu qui gère des milliers d'autres domaines, d'un point de vue DMX, ceux qui savent comprendront. Donc c'est une cible, voilà, c'est une cible d'attaque forcément. Donc quel est le problème que ça pose? Bon, ça pose plusieurs problèmes, évidemment, parce qu'on ne sait jamais, un jour ou l'autre, à force de faire des tentatives avec des logging mots de passe, ils pourront trouver un logging mot de passe qui match. Il y a peu de chances, ça peut arriver. Mais moi, le principal problème pour l'instant, en tout cas effectif, que ça pose, c'est que dans la mesure où ce serveur-là, j'ai des petits besoins de sucre, parce que comme je dis, il doit y avoir une dizaine de comptes, c'est un petit serveur, c'est une petite instance qui n'a pas beaucoup de ressources et aussi bien pour l'IMAP que pour le SMTP, j'ai défini un nombre de slots, donc de connexions, de transactions simultanées possibles, assez faible, puisqu'il y a peu de ressources. Donc évidemment, avec tous ces oiseaux qui tentent des connexions pour essayer de passer au travers et d'avoir un logging pass valide ou quelque chose comme ça, eh bien, ça me sature les slots. Ce qui fait que quand je veux utiliser mon SMTP pour envoyer des mails ou quand je veux consulter ma boîte IMAP, eh bien, il m'arrive assez régulièrement d'avoir, ah ben, désolé, on n'a plus de slots. D'ailleurs, là, on voit, si vous avez l'œil, le nombre de slots. Moi, en SMTP, j'ai 20 slots et en IMAP, j'en ai configuré 100. Les 100 sont très régulièrement saturés, ce qui fait que j'ai plus accès à ma boîte. C'est le bazar. Donc, quelles sont les solutions pour contrer ce genre de choses? Il y a la solution de ceux qui ont du pétrole, mais qui n'ont pas d'idée, c'est-à-dire qu'ils vont simplement augmenter le nombre de slots et puis basta, tant pis, c'est pas grave, le côté sécu, on s'en cogne un petit peu. De toute façon, hein, voilà, on augmente, ah, j'ai disparu dans le brouillard, on augmente le nombre de slots. Bon, oui, c'est vrai que ça peut marcher, c'est une solution rapide, simple, efficace. Enfin, efficace, sauf pour le côté sécurité. Mais moi, ça me plaît pas parce qu'augmenter le nombre de slots, donc on met de côté le côté purement sécurité. Augmenter le nombre de slots, et ben, ça veut dire à terme, on s'arrête tout. C'est masquer le problème, c'est pas le corriger. Donc moi, j'ai voulu le corriger. Donc le corriger, comment on fait pour le corriger? Ben, c'est simple, Jamy. Il suffit d'analyser les logs, d'extraire les IP qui font des tentatives, infructueuses, enfin en tout cas avec des mauvais logging mots de passe, et puis de les bloquer dès le départ par IP table. Et il y a même des trucs qui existent qui font déjà ça au miracle. Pourquoi tu vas t'embêter? Oui, il y a des choses. Il y a fail to ban, par exemple, j'y reviendrai plus tard. Bah, je peux y revenir tout de suite, en fait. Non. Donc, fail to ban pourrait coller à ce genre de situation. Mais il y a. Alors, je ne suis pas allé voir dernièrement comment fonctionne fail to ban exactement. Enfin, si ça a changé en tout cas. Mais à l'époque où j'avais regardé, il y a de ça quelques années, la problématique pour moi de fail to ban, c'est que, euh, en gros, périodiquement, le process allait lire les logs et, en fonction de ça, allait blacklister, bloquer des IP via IP table. On la voit tout de suite, la problématique, c'est que périodiquement, c'est-à-dire que le gars va faire une tentative de connexion, il peut en faire 50 avant de se faire choper. Il faudra que les logs soient de nouveau parsés. Donc déjà, ça pose pour moi un sérieux problème. L'autre problème aussi que pose, alors poser, hein, peut-être que ça a changé depuis Fail2Ban, bah, c'est que quand on lui demande de scruter un fichier log, comme il ne le fait pas en temps réel, quand il va recommencer
d'avant la date où il a arrêté, entre guillemets, et il va reparser les mêmes fichiers, donc de la ressource consommée pour rien. Donc en fait, mon idée, ça a été, moi je veux ça, mais je veux que les logs soient analysés en temps réel. C'est-à-dire que dès qu'une ligne de log, pouf, est envoyée par le process qui la génère, eh bien, elle est analysée aussitôt et les décisions sont prises aussitôt. Boum, bam, bibadoum. On n'attend pas 3 heures, on n'attend pas 10 minutes, on n'attend pas 5 minutes, on n'attend pas 1 minute, ça se fait dans le même temps. Pouf, il y en a un gars qui fait une mauvaise tentative de connexion, aussitôt, il est ban, terminé. Alors, bon, j'ai creusé un peu. Il se trouve que, donc moi, sur les systèmes que j'utilise, c'est systemd derrière, donc avec son journal qui gère tout ce qui est log pour les services gérés par systemd. Et donc, je fais un petit programme qui s'est connecté aux journaux système de systemd et donc qui arrive à les lire en temps réel. Je vais vous faire une démo, ce sera quand même beaucoup plus rigolo. Donc là, on voit que voilà, je me fais canarder. Donc là, c'est tous les logs que vous voyez, je n'ai même pas pris la peine de les filtrer et on voit que ça bouline. Ici, donc les 3 fenêtres là, les 3 consoles, on est sur le même serveur. Donc là, je vais lancer mon petit outil. Hop, 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 hop. Bon, bah, je vais taper la commande entière. Je vais lancer mon petit outil qui va se mettre au travail. Alors, je vais vous expliquer un peu. Donc, il s'appelle Banisher. Et vous êtes prêts? Vous voyez les logs qui défilent ici? Donc, tout ça, essentiellement, ce sont des tentatives infructueuses. Je le lance. Pouf, c'est parti, mon kiki. Et voilà. Donc là, vous occupez pas de ce qui est inscrit pour le moment. Je vous expliquerai tout à l'heure. Voilà. Vous voyez les logs? C'est fini. Au revoir, les vilains méchants. Adieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé là concrètement? Surtout, pourquoi ça a été aussi rapide? Parce que évidemment, il a gardé en mémoire les IP qu'il avait avant. Là, il y a un truc intéressant que j'aurais bien aimé vous montrer. Tout ce que vous voyez là, moi, je les vois, je ne vous les montre pas. Ce sont des connexions réussies pour la plupart et pour d'autres. D'ailleurs, je vais les zapper. Et pour d'autres, on voit par exemple que... j'aimerais bien vous montrer un truc en temps réel. Bon, je vais finir le truc. Pourquoi ça a bloqué aussi rapidement? Donc, parce qu'il avait gardé des IP en stock. Il les garde en mémoire depuis son dernier lancement, tant qu'elles sont toujours valides, puisqu'évidemment, il y a un temps pendant lequel c'est banni. Et donc, pendant ce temps-là, il a réinjecté les règles IP tables. OK? Toutes ces lignes que l'on voit là, c'est les tentatives de connexion qui ont été lancées avant que je lance et qui terminent en timeout. On le voit là d'ailleurs, tac, tac, tac. Donc ça n'a rien à voir avec des attaques, c'est les connexions qui étaient en cours qui finissent en timeout. Parce qu'un autre truc qu'aiment bien faire les gars qui attaquent, c'est d'ouvrir des connexions SMTP, de rien faire juste pour bloquer les slots. Donc, là, j'aimerais bien qu'il y ait une petite attaque pour qu'on voit aussitôt, là dans les logs de Banisher, pour qu'on voit aussitôt les lignes s'ajouter. Il a dû y en avoir une là, 52 en SSH. Donc ça va un peu trop vite malheureusement. Voilà, par exemple là, on en voit une, SSH. Donc une attaque sur SSH qui a été faite. Ça a été banni aussitôt. C'est celle-là. Alors, il y a 3 lignes par par mauvaise connexion. Donc ça fait un peu de bruit. Là, on voit une connexion d'off-code qui s'est mal passée. Aussitôt, paf, c'est banni. OK? Donc, comment ça fonctionne? Donc, ça lit les entrées en temps réel des logs. En fonction de règles que j'ai spécifiées, que je vais vous montrer, eh bien, ça va bannir, en créant une règle IP table, l'IP pour une durée donnée. Une fois que cette durée est passée, parce que la règle IP table est supprimée, ce sont les lignes que l'on voit ici, là, unban. Et voilà. Donc, le principe, c'est comme ça. Donc ça marche, moi ça fait 2-3 jours que je l'utilise sur un vrai serveur. On voit la grosse différence, hein. Si vous voulez, je peux l'arrêter. Donc là, je l'arrête, sauf ça ne change rien parce que les règles IP table sont toujours là. Si on fait IP table, par exemple, pour lister les règles, on va ne pas faire la résolution. On va les compter, non, on va grepper les drops, donc les règles de type drop. Hop, et on va les compter. Donc actuellement, le Punisher est arrêté, mais les règles IP tables sont toujours là, hein. On voit qu'il y a 283 règles IP tables. Regardez maintenant ce qui va se passer si je supprime les règles. Alors j'essaye de... Hop. Les règles qui ont été créées. Vous êtes prêts? Boum!
c'est fini. Et vous voyez comment ça repart de plus belle là-haut l'attaque. Je relance The Banisher. J'ai dit Punisher, ouais, j'ai tendance à le répéter. Donc voilà, pouf, ça y est, on l'a relancé. Et là, tout de suite, bah, c'est beaucoup plus calme. Donc, ce que j'ai voulu faire en faisant ça aussi, c'est que ce soit super simple à mettre en place. Donc, c'est le code. C'est pas intéressant de vous le montrer, de vous en parler. Hein, on va essayer de faire court, sinon on va se perdre. Mais en gros, ça produit un binaire. C'est juste un binaire. Donc, bah, d'ailleurs, on va le voir ici un peu à quoi ça ressemble. Hop. Donc, je l'arrête. J'ai toujours mes règles IP tables qui sont en route. Donc, on est toujours bloqué, en tout cas pour ceux qui étaient connus. Qu'est-ce qu'on a? Alors, par contre, je vois que je suis en plein dedans. Donc, je vais disparaître quelques instants. Hop, hop, hop. Je vais vous agrandir ça. Perdu. Hop. Ouais, bon, ça ira, c'est pas grave. On va nettoyer la table, comme ça, ce sera mieux. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le répertoire sur le serveur? On voit qu'on a le binaire, donc qui fait le boulot. Donc là, il ne le fait pas, hein, il est désactivé, c'est pour ça qu'on en voit qu'il réapparaisse. On a ça, on s'en occupe pas vraiment, mais c'est une base de données clé-valeur qui va gérer comme clé l'IP et comme valeur, ça va être un timestamp qui va indiquer à partir de quand il faudra supprimer la règle IP table. Et ce sur quoi je veux revenir, c'est les règles, parce que pour que ce soit vraiment utile et adopté facilement, il faut que ce soit simple. Donc là, par exemple, pour mettre en place ce système-là, il suffit de télécharger le binaire. Il y aura une doc. Si vous regardez ça sur YouTube, vous aurez en dessous un lien vers la doc. Sinon, c'est sur GitHub. Et si vous regardez sur le blog, bah, vous avez la doc avec vous. Donc, c'est le binaire. Donc, comme je dis, la base de données, on ne va pas s'en occuper parce que si elle n'existe pas, ce sera créé automatiquement par le binaire. On s'en fiche de ça. Et ce qui va nous intéresser, ce sont les règles. Les règles qui vont faire en sorte qu'une ligne de log va être attrapée et qu'on va bloquer une IP qui va correspondre. Donc, regardons un peu les règles. Je vais plutôt je vais faire quelque chose, mais on va faire un nano. Les règles. Voilà, ici, on a plusieurs règles. Vous occupez pas des 3 premières puisque ce sont des choses spécifiques à moi. On va se baser, par exemple, sur Dovecode. On voit que pour chaque règle, il y a juste 3 propriétés. Ultra simple, je vois que je peux réapparaître, alors je réapparais. Ultra simple. La première propriété, c'est le nom de la règle. Donc, ce sera utile pour les logs, pour les logs de l'application en l'occurrence, pour savoir quelle règle a matché ou pas. La deuxième propriété, c'est match, c'est-à-dire que c'est une expression régulière, on ne peut plus simple dans ce cas-là, qui, si elle match une ligne de log, alors on va chercher dans cette ligne de log une IP à blacklister. Donc là, l'expression régulière, comme je dis, c'est ultra simple, c'est-à-dire que si dans la ligne de log, on trouve quelque part IMAP logging et puis plus loin hot fail, alors ça match. Et la troisième propriété, qui est IP pause, comme son nom peut l'indiquer, ça représente la position de l'IP dans la ligne. Alors là, ça va nécessiter un peu plus d'explications. À partir du moment où une ligne de log va matcher, il va y avoir un process qui va extraire toutes les IP. Donc pour l'instant, c'est que IPv4, mais on pourra éventuellement faire IPv6. Donc en gros, on va avoir un tableau avec toutes les IP V4 trouvées dans cette ligne. Généralement, il y en a une. Il y a des cas où il y en a deux, des cas où il y en a trois. Et bien entendu, il faut blacklister la bonne. Donc là, c'est simplement l'indice qui indique quelle IP blacklister. Évidemment, si c'est la première, vu que c'est un indice qui commence à 0, on met 0. Voilà, c'est pas plus compliqué. Là, on a une autre règle qui va faire la même chose pour bannir les IP qui font des tentatives de connexion échouées en logging pass sur du SSH. C'est ultra simple. Le nom de la... Bon, ce qu'on veut comme nom, bon là c'est en l'occurrence SSH. Il faut que ça matche le failed password et plus loin qui est SSH2. Si une ligne de log matche ça, alors on récupère la première IP qu'on a trouvée et paf, on la rentre dans IP table. Easy, non. Super simple. Voilà, en 3 secondes, c'est mis en place. Donc, si ça vous intéresse, suivez le lien qui est en dessous ou l'explication qui est en dessous en fonction de l'endroit où vous le regardez. Voilà pour les choses importantes que je voulais vous présenter. D'ailleurs, je vais le remettre en route, mon petit coco. Allez, mets-toi en route, mon petit coco. Comme ça va arrêter les lignes qui sont, enfin, les tentatives qui sont en cours. Donc là, on voit par exemple qu'il y a des IP qui ont été, des règles IP tables qui ont été sorties puisque leur temps de bannissement a expiré. Alors, comme je dis, c'est simple. Ça pourrait être plus compliqué.
Là, par exemple, qu'est-ce qu'on voit? Je sais que je vais avoir les remarques, par exemple: «Oui, mais là, tu fais une règle IP-table de bourrin, c'est-à-dire que si quelqu'un fait une mauvaise tentative sur IMAP, tu bannes l'IP carrément, quel que soit le port de destination». Oui, oui, je le fais. Oui, parce que je veux rester sur quelque chose de simple et dans l'absolu, ça pose pas tant de problèmes que ça. Et puis quelqu'un qui va vous attaquer en IMAP, peut-être que 3 secondes après, va vouloir vous attaquer en POP pour voir, et cetera. Alors effectivement, ça va poser un problème si par exemple vous faites une erreur sur IMAP et boum, vous allez être bloqué sur l'IMAP pendant une durée déterminée et vous n'allez même pas pouvoir vous connecter en SSH pour aller retirer la règle. Oui, c'est vrai, ça pose un problème. De ce côté-là, eh bien, j'ai une solution, ne vous trompez pas. Et si vous pensez que vous allez vous risquer de vous tromper, bah, il suffit de le désactiver, le temps de faire ça. Pour moi, ce n'est pas un gros problème parce que les cas où il y a une erreur de ce type-là vont être relativement rares, hein. Et puis, alors on pourrait dire qu'on va bloquer à partir du moment où il y a 3 erreurs consécutives sur la même IP. Oui, mais c'est pareil. Si on fait ça, on perd tout l'intérêt. On perd tout l'intérêt du traitement en temps réel parce que c'est quand même ça le point fondamental de The Banisher, c'est qu'il blacklist en temps réel. Voilà les principaux problèmes que je vois. Donc pour l'instant, moi je continue à tester parce que je voudrais affiner les réglages, en particulier justement sur la durée pendant laquelle l'IP est bannie. Pour l'instant, je l'ai configuré sur 3 heures. 3 heures, c'est peut-être un poil long. Faut pas que ce soit trop grand. Pourquoi? Parce que sinon, on risque d'accumuler beaucoup d'IP et ce ne sera pas forcément utile. Et beaucoup d'IP, bah, dans IP table, malgré tout, ça charge IP table. Donc voilà, c'est du boulot. Je sais pas, on n'a pas eu le temps de voir là, parce que d'autant plus qu'on ne l'avait pas en gros là, mais vous avez vu qu'il y a eu une session d'off-code qui a raté. Et bah, aussitôt, bah, là aussi, on les voit afficher exactement en même temps entre la ligne de log qui débloque et l'ajout de l'IP. Donc voilà. Alors, oui, une petite contrainte, enfin pas petite, mais il faut savoir, évidemment, vu que ça utilise les journaux de système D, ça ne va fonctionner que si vous utilisez système D et que c'est système D qui gère les logs. Sur les applications, sur les distribs modernes, c'est le cas le plus souvent, mais ça va marcher qu'avec ça. Autre chose également, pour l'instant, le binaire que je propose, il y a les sources hein, pour les paranos, le binaire que je propose ne fonctionne que sur des infrastructures 64 bits. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails sur le pourquoi, le comment. On peut le faire en 32, c'est-à-dire que pour l'instant, ça me demanderait un petit boulot que bah, je ferai si nécessaire, mais pour l'instant, j'estime pas utile. Donc voilà, si vous voulez tester, si vous voulez utiliser, si vous voulez, bah, faites-vous plaisir, hein, voilà, c'est open source, c'est gratuit. Faites-moi des retours si vous en avez. Ce que j'aimerais bien comme retour, c'est bah, on pourrait faire sur le repo GitHub une liste de règles, parce que chacun a des règles spécifiques. Et comme ça, on pourrait récupérer les règles que d'autres ont créées pour nos usages. Par exemple, je pense en particulier, moi, je fais très peu de web, mais ça pourrait être intéressant, par exemple, pour détecter en temps réel les attaques sur certaines applis web. Je pense en particulier à WordPress. Dès qu'on trouve une requête HTTP qui a pour but d'essayer de trouver une vulnérabilité, là, je prends dans le cadre de WordPress, dans WordPress, et ben boum, on blacklist l'IP aussitôt et c'est fini, il ne fera pas d'autres attaques sur WordPress, etc. Si vous avez des commentaires, des suggestions, tout ça, n'hésitez pas, vous savez où me trouver. Commentez plutôt, enfin, de préférence sur l'article associé du blog plutôt que sur la vidéo sur YouTube. Par contre, sur YouTube, vous pouvez mettre un petit pouce, ça fera connaître la vidéo et d'autres pourront en profiter. Allez, salut, à la prochaine!